C'est-à-dire on peut être entrepreneur Bien et sûr, concepteur. on ne pouvait pas y aller seul et qu'il nous manquait énormément de compétences. Ce changement Ouais. qui est difficile, hein, il faut l'accepter et puis petit à petit créer cette métamorphose de vous partager ces difficultés-là. Peut-être elles feront écho avec vous. Et comment est-ce qu'on va pouvoir vous transmettre un maximum de valeur pour pas que vous fassiez les mêmes conneries que nous, hein, qu'on a Ouais, pu faire c'est ça. pendant 20 ans. Si vous pouvez gagner 20 ans. De vous donner un maximum de clés de l'entrepreneuriat pour vous libérer et vivre de votre passion. C'est la première clé aujourd'hui vraiment à retenir de cette expérience-là qui est fondamentale. C'est vraiment cette... Et bonjour tout le monde. Hyper ravie d'être là ce matin, 7h30, à Venise, dans un cadre incroyable. Devant nous, un canal, des bateaux, des ponts, des cloches qui sonnent, un jardin de fous Et un soleil qui arrive. et un soleil qui arrive. Voilà, on est là pour cette vidéo. On s'adresse à toi si tu es architecte, architecte d'intérieur, urbaniste, paysagiste, maître Designer. d'œuvre, designer. Tous ceux qui sont dans la création et dans le cadre de bâti. On est là pour toi parce que, comme nous peut-être, eh bien, tu t'es confronté à des problématiques entrepreneuriales et tu n'as pas pu te réaliser pleinement chaque jour et vivre de ton art. Ouais, vivre en passion dans des métiers très exigeants dans lesquels on se rend compte que la pression peut être très importante. On a décidé de lancer cette vidéo pour vous amener de l'expérience et de l'expertise pour aller au-delà de ça et vraiment vivre de cette passion-là. Donc moi, je suis Leslie Gonçalves, architecte. Et moi, je suis Philippe Gonçalves, architecte aussi et époux de Leslie. Voilà, époux, associé, Ouais, 3 enfants. ouais. Et voilà, c'est parti. En tant qu'architecte et surtout entrepreneur, on a croisé énormément de retours de confrères architectes, maîtres d'œuvre, designers ou paysagistes, comme on l'a dit tout à l'heure, Leslie, sur vraiment des points de douleur qui sont assez partagés autour du surinvestissement que ces professions-là nous imposent, parce que c'est des métiers de passion dans lesquels on est toujours en permanence en train d'essayer d'améliorer ce que l'on peut créer, ce que l'on peut réaliser. Et donc, souvent, malheureusement, un fort décalage avec la question de rémunération qui peut aller de pair, d'une part, et puis avec aussi, malheureusement, une grosse partie d'activités, de tâches parallèles qui vont venir nous éloigner progressivement de notre cœur de métier de passion, de création, d'accompagnement de nos clients. Ça, c'est vraiment un gros sujet qui revient régulièrement. Oui, c'est ça, c'est la part de conception finalement, quoi. Qui se réduit À peau de chagrin. Effectivement, on a des moments un peu de sommet où on va concevoir, qui sont relativement faibles au final. Ouais. Face à l'administratif qu'il faut faire, face aux problématiques. Au management, effectivement à la gestion des urgences. Donc ça, c'est le premier élément qui aujourd'hui ressort de manière assez forte. Il y a un deuxième élément qui va sûrement aussi vous parler, c'est cette complexité depuis ces 20 dernières années du cadre bâti qui a imposé effectivement de mettre en place tout un corpus aujourd'hui d'ultra spécialistes au travers des projets pour venir compléter les équipes de maîtrise d'œuvre. Et donc, ça a tout un aspect très positif puisque du coup, on apprend et les projets montent en qualité. Le côté négatif, c'est que pour le coup, c'est pareil, beaucoup plus de travail pour le mandataire, soit architecte, pour gérer cette équipe-là, gérer cette complexité-là. Et contrepartie également, qui est de diviser la part du gâteau, des parts du coup plus petites. Et donc là aussi, pareil, un écart financier qui se crée et l'impression que une bonne partie des missions historiques, on va dire, ont quitté le champ des architectes. En tout cas, nous, on a trouvé des tips, des solutions pour réduire un peu cette problématique-là. On va vous en faire part. Ouais. En tout cas, vous verrez. De toute façon, c'est l'objectif de ce travail-là, c'est de vous montrer que tous ces éléments ne sont pas des fatalités et qu'il y a des moyens de faire autre chose par rapport à ça. Et du coup, le troisième élément que je voulais vous partager, c'est qu'en plus de ça, ce retour dans les rares professions, je pense que c'est les uniques professions dans le cadre aujourd'hui des professions libérales. À faire la banque. À devoir faire la banque, effectivement, pendant des semaines, voire des mois, voire des fois plus que ça, parce que effectivement, on est sur des processus très longs de projets et des maîtres d'ouvrage qui, en fait, nous font porter une grosse partie du
des risques à leur place, notamment la promotion privée, mais on le retrouve même y compris dans les marchés publics où des fois entre les moments des concours et le moment où vous touchez le premier centime, il peut se passer de nombreux mois. Puis là aussi, il y a des solutions quand même. Ouais. Des solutions, et donc là, on a trouvé effectivement des solutions de pouvoir effectivement céder des marchés, etc. Donc voilà, tout ça, ça fait partie vraiment des 3 éléments majeurs qui aujourd'hui reviennent quand on interroge nos confrères, nos consoeurs, nos équipes. En fait, vraiment des problématiques sur lesquelles on s'est cassé les dents pendant un peu des années. On a eu de nombreuses victoires, des moments d'euphorie, des moments difficiles. Et on s'est dit, finalement, on a envie de partager ça, d'ouvrir les portes, grand ouvert pour vous. De rompre la chaîne, effectivement. De rompre la chaîne d'isolement des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des confrères. Et voilà, notre objectif aujourd'hui, c'est partager ces difficultés-là. Peut-être elles feront écho avec vous, et puis de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir vous transmettre un maximum de valeur pour pas que vous fassiez les mêmes conneries que nous, qu'on a pu faire pendant 20 ans. Si vous pouvez gagner 20 ans. Peut-être il faut qu'on présente un peu qui on est, notre parcours. Ça peut être pas mal. Vas-y, je t'en prie. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe Gonçalves. Donc, je suis cofondateur et architecte. Pour la petite histoire, je suis fils d'immigrés portugais arrivés dans les années 70 en France. Du coup, bien sûr, dans le secteur du bâtiment. Vous l'aurez deviné, c'est comme ça que j'ai connu le monde de l'architecture en côtoyant les architectes aux réunions de chantier des chantiers que j'accompagnais avec mon papa. Et puis donc route toute tracée. L'architecture a été mon seul objectif depuis le début. Et puis donc école d'architecture à Toulouse, 5 années d'expérience salariale en agence, et puis installé en 2005 pour lancer l'aventure entrepreneuriale. Et Leslie. Alors moi j'ai fait un parcours un peu différent, donc j'ai un an de moins que Philippe. J'ai eu le plaisir de faire 5 ans aux Beaux-Arts de Toulouse, donc plutôt plasticienne. Et puis j'ai voulu faire de l'urbanisme, travailler sur la ville, travailler sur le paysage et l'espace public. Et donc je me suis retournée vers l'école d'architecture. Et c'est pas là qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à la Coupe du Monde de foot en 1998. Ça date. Et 3-0 pour ceux qui s'en souviennent. Et donc j'ai intégré l'école d'architecture peu de temps après. J'ai fait toutes mes années. Et aujourd'hui, donc ça nous permet d'avoir une approche assez transversale et large. À la sortie de l'école, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années, projet architectural et urbain. Et donc j'ai pu aussi avoir l'opportunité d'être au plus près des étudiants, de voir leurs problématiques et finalement d'être déjà dans une forme de partage. Et toi aussi d'ailleurs. Et oui, effectivement, mais du coup plutôt côté pro, puisque je me suis retrouvé plus de 10 ans au sein de l'Ordre des architectes, notamment en tant que président de Midi-Pyrénées et puis ensuite d'Occitanie, donc sur une expérience vraiment ultra riche sur les expériences humaines, bien évidemment, mais aussi cette capacité à prendre d'un coup 10 à 15 ans d'expérience pour avoir cette prise de recul vis-à-vis des vrais enjeux de la profession et de ce que ça impacte sur la société. Et peut-être que ce qu'on pourrait faire aussi, c'est vous partager un peu quel type de projet on a eu. Donc c'était plutôt Philippe qui a démarré en 2005 avec plutôt de la maison individuelle, de l'architecture d'intérieur, du design. Beaucoup de réhabilitation, d'extension, de surélévation. Moi, je t'ai rejoint en 2007. Là, on a commencé à faire ensemble des opérations un peu plus importantes, avec même 103 logements, puis de l'habitat participatif aussi, qui a énormément bouleversé notre façon de faire et de construire. De manière radicale et définitive. On a fait des ensembles immobiliers, pour des bailleurs sociaux, pour la promotion privée, du logement étudiant. Et puis quelques équipements publics qui sont arrivés. Aussi de l'enseignement, pas mal, et puis aussi du projet urbain et paysager, et puis des opportunités de se développer de 2005 à 2012 à peu près. On a l'opportunité de gagner un projet de logement en 2012 et le promoteur ne veut pas nous céder le chantier. Il décide qu'on n'est pas capé, qu'on n'a pas capacité. Or, Philippe, fils de maçon quand même, on l'a dit, sur le chantier à 13 ans. Sur les toits, même plutôt, mais effectivement c'était pour nous absolument impensable de pouvoir dissocier le chantier. On l'a toujours considéré comme une phase totalement indispensable pour continuer à évoluer en fait dans nos métiers. Et donc on a trouvé des solutions du coup on a trouvé des solutions. En fait, on a créé une société qui s'appelle Ouna Ingénierie,
dans lequel on a fait la maîtrise d'œuvre d'exécution. Et juste le fait de dire, voilà, on a une société de maîtrise d'œuvre d'exécution, tout d'un coup, on était légitime. Exactement. Et on a pu faire ce chantier qui s'est très bien passé grâce à notre conducteur de travaux de l'époque et qui a permis que voilà, on soit dans le planning et au centime près. Bien sûr, on s'est pas limité qu'à ça. On inclut aujourd'hui en co-construction dans tous nos projets, que ce soit des usines, parce qu'on n'en a pas parlé de nos usines, à énergie positive, en bois, en paille, en terre crue, etc. Et on a pu développer l'assistance à maîtrise d'usage, donc accompagner les usagers dans la programmation, dans les savoir-faire. Et donc, on a utilisé Ouna Ingénierie justement pour pouvoir valoriser et vendre ce type de mission. Effectivement, ça a été un moyen de, comme on le disait tout en amont, de récupérer une bonne partie des honoraires d'une équipe de maîtrise d'œuvre, à la fois la partie du coup exécution, puisqu'on avait l'OPC, l'économie intégrée, mais aussi souvent aller chercher des missions complémentaires d'assistance à maîtrise d'usage pour venir intégrer effectivement des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles le maître d'ouvrage avait un souhait de faire parler les utilisateurs dans le programme. Puis on s'est pas arrêté là. On s'est lancé il y a 4-5 ans dans l'économie circulaire. Je peux dire qu'on est des pionniers en Occitanie. On a fait beaucoup de R&D. On a cherché à développer la filière au maximum en donnant des heures, on va dire, de bénévolat. Oui, de pure R&D. De pure R&D, on verra qu'on a quand même valorisé en partie aussi au travers du crédit impôt recherche, aussi partie des outils qu'on voudrait transmettre, voilà. Et puis cette économie circulaire, c'est quoi? C'est l'accompagnement de nos maîtres d'ouvrage dans les PEMD, dans les diagnostics effectivement de déconstruction. Ressources pour la déconstruction. On a fait des chantiers de déconstruction sélective, des boutiques éphémères. On a fait des projets en neuf de réemploi, de la réhabilitation avec l'usage de réemploi. Et aujourd'hui, on forme aussi également sur ces questions-là. Donc effectivement, un panel assez large sur les enjeux d'économie circulaire. Donc c'est effectivement toutes ces activités-là qui ont développé cette structure à la fois indépendante et très complémentaire de 2019 et qui aujourd'hui est quasiment totalement autonome en termes d'accompagnement. Elle a aussi ses propres marchés maintenant et n'est plus forcément dépendante des activités de co-traitance avec l'agence d'archi. C'est ça fait partie des tips, c'est-à-dire plutôt que de souffrir finalement de se faire voler des marchés, de souffrir d'avoir nos missions finalement qui s'effritent et de plus savoir que fait l'architecte au milieu de tous ces experts, devenons experts aussi parce que nous avons beaucoup de compétences. Pourquoi pas faire une société complémentaire comme on l'a fait. Et en tout cas, voilà, 2005 donc la société d'architecture, 2019 Ouna Ingénierie et on s'est pas arrêté là. Entre-temps, il y a eu le Covid. On s'est retrouvés bloqués tous les uns et les autres dans nos agences, si on pouvait y aller, en tout cas dans nos maisons. Et puis toi, donc, tu t'es occupé de l'ordre des architectes à ce moment-là. J'étais encore président de l'ordre d'Occitanie, effectivement, donc beaucoup de choses à faire, d'activités, de réunions, Zoom et compagnie pour effectivement traiter tous ces sujets qui touchaient la profession. Plus généralement, le secteur du bâtiment, puisque voilà, on était en lien bien sûr avec tous les acteurs, les fédés du bâtiment, etc. Puis les instances publiques. Du coup aussi beaucoup d'opportunités de vraiment sentir profondément les peurs et les enjeux et les doutes de tout le monde à ce moment-là. Ouais, c'est vrai qu'on a senti énormément d'inquiétude de savoir quel était le futur. Et nous, on a eu une sorte de vision. On s'est dit, finalement, on a beau avoir une agence d'architecture, on a beau avoir une société d'ingénierie, on fait pas assez, on va pas assez loin. Et pourquoi on serait pas aussi maître d'ouvrage et pouvoir réaliser des opérations qui finalement nous ressemblent et qui ferait que on se ressent finalement posséder la possibilité de participer à la ville de demain. Ouais, exactement. Donc c'est là encore une fois, voilà, au lieu de râler contre la qualité de la production de logements que l'on pouvait avoir, et même si on essaie de tirer au maximum nos maîtres d'ouvrage sur ces enjeux-là. Et là, que les promoteurs ont énormément évolué et ouais, bien sûr, il y a eu sont partis vraiment sur de la qualité ces dernières années. Il y a eu effectivement à travers les réglementations environnementales ou thermiques qui ont évolué, plus les demandes. Les challenges aussi des AC. Oui, c'est ça. Puis c'est voilà les demandes des élus et tout simplement du grand public qui ont fait forcément monter la qualité. Malgré tout, on a souhaité aller plus loin et effectivement monter cette structure de maîtrise d'ouvrage et voir un peu ce qui se passait de l'autre côté du rideau et faire nos propres projets. Donc aujourd'hui, effectivement, 2021 est né Lab Réalisation. est né avec du coup Groupe Seuil qui du coup est la structure qui va regrouper ces trois sociétés opérationnelles
Et c'est aussi à ce moment-là que Groupe Seuil a officialisé sa raison d'être en devenant entreprise à mission, pour qu'effectivement ça soit officiel vis-à-vis de nos maîtres d'ouvrage, de nos clients, sur les ambitions et enjeux sociétaux et environnementaux. Lab aujourd'hui vient de clôturer 2 projets de réhabilitation et livrés, et puis un 3e qui est en cours. Donc en fait là, on vous a un petit peu fait notre parcours, les étapes un peu que l'on a connues, mais plus des étapes, on va dire, structurelles. On a eu aussi des étapes émotionnelles avec des hauts et des bas. On a dit, au départ, on a démarré pendant quelques années. 5 ans après, on a connu une grosse difficulté. Ouais. Premier clash. On avait des salariés, on s'est retrouvés de nouveau tous les deux. Oui, avec une stagiaire qui venait à peine d'arriver au bureau, qui est du coup aujourd'hui est toujours dans l'aventure avec nous. Mais un premier gros clash lié au Sopram, et puis du coup voilà toute l'activité qui est tombée à ce moment-là. Là, une grosse claque, puisque on s'est retrouvé pour la première fois à devoir vraiment se positionner sur la suite de notre activité, notre carrière. Est-ce qu'on continue ou est-ce que il va falloir passer à autre chose? Et puis un ami nous propose un travail alimentaire. Ouais. Et je crois que là, on s'est dit waouh. Je crois qu'on s'est pas résolu. Parce qu'effectivement, on a vite compris que si on se lançait là-dedans, il n'y avait pas de raison que ça ne change pas et que du coup, on se retrouve coincé dans toute une activité qui en fait nous attire pas. Avec la référence qui amène à la référence. Ouais. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est finalement préférer même travailler ailleurs. On s'est posé la question. Moi, j'ai candidaté au CAE à ce moment-là. Toi, tu t'es presque dit, je vais aller faire de la maçonnerie. Ben oui, clairement. En tout cas, je me suis presque dit, il va falloir que je démissionne de Londres parce qu'effectivement, j'ai plus de travail. On a pris la feuille blanche et on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire nous de notre vie aussi, et puis qu'est-ce qu'on peut proposer en tant que professionnel de l'acte de construire. Et puis on a tracé une vision, on s'est posé, on a imaginé un chemin. Ouais. Et donc là, c'est la première clé aujourd'hui vraiment à retenir de cette expérience-là qui est fondamentale. C'est vraiment cette clarté, cette étape où en fait on se pose et on met sur papier une vision claire de tous les enjeux et en tout cas la manière dont vous avez envie de développer vos structures. Vous avez envie de vous retrouver dans cette activité-là. Et puis c'est optimiste, réaliste. Ça veut dire entre les envies, puis quel est le marché à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qui fait notre différence et qui ferait finalement qu'on pourrait se distinguer et aller chercher du travail en s'épanouissant. Donc on a été suivi à ce moment-là par des gens qui sont sur Lyon. Exactement. On a compris qu'on ne pouvait pas y aller seul et qu'il nous manquait énormément de compétences. Dans justement cette relation à l'entrepreneuriat et la manière de gérer nos sociétés. Et donc on a sollicité un groupe à l'époque, un groupe sur Lyon, qui nous a accompagnés et nous a donné les premières clés, dont celle-ci je vous ai évoqué sur mettre en place une vision et du coup aussi un plan d'action surtout, parce que la vision c'est bien, mais derrière il faut la transformer en plan d'action. Alors c'est la deuxième clé, mais finalement elle pourrait être la première, c'est se former. Ouais. En fait, on ne sait pas tout, c'est pas juste une formation initiale et puis on s'arrête. Non, c'est la formation continue. Mindset, mais aussi entrepreneurial, puis complémentaire dans tout ce que vous avez besoin. Ça peut être pourquoi pas du dessin, travail de la couleur et de la lumière. Il y a les outils, bien sûr. Une entreprise a aussi des logiques de fonctionnement. On soit architecte, boulanger, quand même aujourd'hui des compétences que on n'a pas forcément en sortant de l'école. Et on répète tout simplement ce qu'on a pu voir dans les agences auxquelles on est passé. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a assez peu d'échanges entre nous. Sur ces sujets-là, on reste dans nos acquis. Ouais, moi je pars vraiment du postulat que les urbanistes, les architectes, les paysagistes, on est tous avec une réelle compétence et vision pour la ville, pour les bâtiments. Dès que on passe et on intervient, en fait, les espaces sont beaux, sont grands, sont lumineux. Donc aujourd'hui, peut-être ce qui nous freine et ce qui fait qu'on se fait manger un petit peu des marchés, c'est ce côté limité entrepreneurial. Et je pense qu'on peut dire et. C'est-à-dire on peut être entrepreneur et concepteur. Exactement. L'idée, c'est de barrer le ou dans cette idée de devoir choisir entre faire des projets alimentaires ou gagner sa vie, faire des projets engagés mais du coup pas gagner sa vie, de ne pas avoir une grosse agence mais d'avoir un projet intéressant. Enfin voilà, donc tout ça aujourd'hui c'est plutôt des limites, des barrières que l'on a. On se rend compte que le et est possible, mais pour ça il y a des compétences, il y a des stratégies à mettre en place et c'est ce qu'on va essayer de partager à partir d'aujourd'hui avec vous. En 1 an, on réalise en fait ce qu'on aurait dû faire en 3 ans. Mais oui.
Donc soit on a été très très bon, soit on n'était pas assez ambitieux. Les deux, je dirais, du coup. Mais effectivement, on voit la puissance de cet exercice-là, de se référer aussi aux équipes à travers à la fois le partage de la vision d'une part, et puis le fait de partager l'exécution de cette mission, Ouais. fait que du coup à plusieurs on va plus loin, et là c'était vraiment le cas où voilà, c'est vraiment un exercice aujourd'hui que l'on conseille et que l'on propose à toutes les agences. Ouais, en fait, ce plan d'action, pour dire un peu ce que c'est assez simple. C'est on a un objectif final qu'on va redécouper en plusieurs actions, en plus petites micro-actions. Au final, on a fait énormément de pas. Et que ce soit une semaine après, un mois après, 2 ans après, finalement, ça, le fait d'avancer, on Exactement. acte. Ça nous permet de nous concentrer sur le chemin et pas forcément uniquement sur le résultat. Et de pas voir aussi le sommet de la montagne. Ouais, exactement. Mais de découper en petites étapes, c'est vraiment une des clés du succès. Ouais. Donc après, on a continué, on s'est quand même pas mal développé. On a progressé jusqu'à être 24 à l'agence, avec une équipe hyper pluridisciplinaire. Donc ça, c'était hyper intéressant. Avec au sein de notre agence des gens qui faisaient de la promotion, de l'ingénierie, de l'ingénierie, architectes ingénieurs, chargés de communication, des assistantes administratives, techniques, RH, etc. Donc voilà, d'arriver à se staffer. Ensuite, récemment, de nouveau des difficultés, un marché qui se retord de nouveau avec de la promotion immobilière totalement à l'arrêt, qui est totalement à l'arrêt, qui est en pleine secousse. Pour nous, en tout cas, des marchés publics qui s'arrêtent. Les dotations publiques qui s'effondrent aussi. Donc, du coup, beaucoup de projets à la fois qui ne vont pas au bout et puis qui ne se lancent pas. Gros ralentissement et de nouveau se poser, accueillir ce changement qui est difficile. Hein. Il faut l'accepter et puis petit à petit créer cette métamorphose. C'est ça, c'est de nouveau être en posture d'accepter ce qui est, d'être conscient de ce que l'on peut ou pas modifier, ce qui est à notre hauteur. Se dire finalement qu'est-ce qui est lié ou pas à nous, qu'est-ce qu'on peut, sur quoi on peut influer, et puis ne pas vouloir changer finalement ce sur quoi on n'a pas prise. Exactement, c'est éviter à la fois de perdre trop d'énergie et surtout de motivation à se taper contre des murs, plutôt essayer de trouver le petit passage qui est à côté peut-être, pour se faufiler et s'adapter à un marché, tout en ayant malgré tout une vision long terme qui nous permet de se dire on s'éloigne pas trop, en tout cas on prend un petit chemin détourné mais qui va nous permettre de revenir dans nos rails à un moment donné. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous de nouveau, nous sommes personnellement accompagnés, on sait où on va aujourd'hui. On a tracé un plan d'action avec des étapes concrètes. Et ça, pour nous, c'est formidable. C'est de nouveau se mettre en action, pédaler dans le bon sens, en tout cas du vent. Donc ça fait du bien. Et puis cette idée de dire que on va se structurer un peu différemment, développer de l'autonomie, avoir une nouvelle stratégie qu'on a vraiment envie de vous partager en fait. Exactement, et ce qui refait la boucle avec pourquoi nous sommes là aujourd'hui sur Venise, pardon. Donc effectivement, j'ai spoilé, puisque effectivement on a eu l'opportunité d'être sélectionné il y a maintenant 1 an et demi parmi les vingtaines d'agences françaises dans le cadre du premier accélérateur architecture et design lancé par donc BPI France et le ministère de la Culture, notre ministère. Et donc là, on est sur la dernière session de clôture qui se fait donc à Venise parce que on est au moment de la Biennale de 2025. On se régale. On a passé 18 mois hyper riches qui nous ont vraiment permis de passer un step supplémentaire dans nos compétences et nos visions d'entrepreneurs, avec la richesse de l'échange entre pairs. Oui, en fait, c'est ça. Moi, ce que je voudrais dire, c'est ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est d'être auprès de pairs avec des agences incroyables qui ont des structures soit d'une personne, mais jusqu'à 20, voire 80, voire 120 personnes. Donc des gens qui sont staffés de manière différente, des agences qui travaillent à l'international ou pas, des designers aussi. Le groupe avait quelques designers aussi, donc c'était bien aussi de sortir du cadre limité des architectes, mais voilà, du design et de la conception, et de se rendre compte que nous tous, on rencontre les mêmes difficultés, alors à différentes échelles, pas toujours les mêmes, et on a passé 18 mois à ouvrir nos portes. À échanger, à dire nos difficultés, ça fait énormément de bien. Ça permet aussi de trouver des solutions. Et ça, on s'est dit, mais c'est pas possible. Il faut que ça existe à l'échelle tout simplement nationale et que ce soit pas limité à ces quelques agences qui ont eu cette opportunité-là de rencontrer ce parcours. Donc, d'où cette idée de transmettre. Cette idée de transmettre, et qui a du coup vu naître Archipreneur, qui est du coup l'activité que nous avons lancée depuis le mois de mars pour justement
vous apporter tout ce contenu, tout ce savoir autour de l'entrepreneuriat de nos agences, briser toutes les barrières limitantes que l'on pouvait avoir. Et notre objectif aujourd'hui, voilà, c'est de partager un maximum de clés, de valeurs, de transmettre à travers des vidéos, des partages, tout ce qu'on pourra faire en parallèle de notre agence, pour notamment par exemple sur la clarté, justement, le mindset, ouais, exactement, toute cette partie, comment est-ce qu'on le RH, on fait un bon plan d'action par voilà. rapport à ça, tous les enjeux, les évolutions, les bons plans RH, le recrutement, le onboarding, tout ça. La finance. Ouais, les tableaux tous les tableaux de suivi, quels sont les bons indicateurs à mettre en place. La communication, le branding, comment on transmet aussi on communique notre vers marque, les projets que l'on veut attirer, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Aussi comment aller chercher nos clients, savoir faire des promesses. On va énormément travailler sur l'IA, sur l'enjeu de l'IA, puisque effectivement, c'est pareil, c'est une très grosse révolution qui arrive et qu'il vaut mieux faire partie du train, que là aussi on va travailler énormément sur ces questions-là et amener un maximum d'informations sur tout ce qui peut être au service de nos professions. Aussi sur l'éco-responsabilité, parce que nous, c'est un de nos savoir-faire, donc on s'est dit qu'on allait aussi peut-être en aider quelques-uns. Notamment sur le fait de ce fameux management de projet. Management de projet éco-responsable. Qui nous permet effectivement d'avoir un certain taux de réussite pour mener des projets, pour les tirer au maximum, et donc du coup ça... On va vous partager nos expériences par rapport à ça. La stratégie, on n'a pas parlé. Tout simplement, oui, effectivement, le pilier quand même stratégique dans lequel après une vision, il faut voir quelles stratégies sont en place pour y aller. Donc on balayera différentes stratégies, les nôtres et de ceux de confrères qu'on va pouvoir aussi embarquer dans l'aventure. Et pourquoi pas la promotion immobilière? Et clairement, il y a un vrai, aujourd'hui pour moi, un vrai intérêt, un vrai enjeu à ce que on se positionne vraiment sur ces questions-là, notamment sur bien sûr la partie réhabilitation, qui est un énorme boulevard qui s'offre à nous sur le champ territorial, avec une promotion de qualité, renouveler la ville. Et donc là aujourd'hui, il y a quasiment pas d'acteurs et on a de très belles compétences et des opportunités à créer. Et donc on va vous partager aujourd'hui, c'est déjà 4 ans d'expérience. C'est se dire que finalement nous avons quasiment toutes les compétences pour pouvoir faire la promotion, réaliser des opérations et aussi avoir un levier financier qui peut être intéressant, soit personnellement, soit pour nos agences. Évidemment. Et donc ça peut être aussi un élément qui pourrait vous intéresser. Ouais, clairement. Donc voilà un peu le programme prévu. J'espère que ça va pas été trop long pour cette première vidéo. En tout cas, on tenait à cœur de vous lancer dans cette aventure avec nous. Dites-nous en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Si on les maîtrise, si on a une expertise, vraiment, ça sera avec plaisir. Et puis sinon, on ira chercher les bonnes personnes pour le faire et vous les amener. C'est l'objectif. Et donc, du coup, si vous pensez que ce type de support de contenu peut vous aider, merci de liker et puis de partager, de vous abonner. Ça nous permettra de voir un peu le niveau d'engagement et voir si on est complètement à côté de la plaque ou pas. Voilà, c'est vraiment notre idée. Et en tout cas, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un maximum de clés de l'entrepreneuriat pour vous libérer et vivre de votre passion. Ouais, clairement. C'est vraiment notre remettre objectif. la passion au cœur du sujet et de garder l'énergie, la bonne énergie que l'on a, parce que le monde a besoin de nous. Allez, super. Merci beaucoup. Merci, bye bye. À très vite. Et à très vite.